J'ai toujours admiré mon frère, Dominique. C'est un gars solide, fiable, toujours là pour moi. Quand il a rencontré Madison, j'ai pu dire qu'ils allaient parfaitement bien dès le début. Elle s'intégrait parfaitement à notre famille. Je me souviens de la façon dont mes parents plaisantaient en disant qu'ils voulaient une fille et Madison semblait être exactement ce qu'ils avaient imaginé. Elle venait dîner chez moi le dimanche, même lorsque Dominique devait travailler tard, et elle aidait ma mère à jardiner, la faisant rire et la mettant à l'aise. Il y avait quelque chose en elle qui mettait tout le monde à l'aise, comme si elle avait un don spécial pour créer de la chaleur partout où elle allait. Ils formaient ce couple que tout le monde admirait, solidaire, communicatif, véritablement heureux ensemble. On pouvait dire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais il y a un an, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à remarquer Naomi, la sœur cadette de Madison, lors de nos réunions de famille. Elle était différente, extravertie, vive, toujours au centre de l'attention. Là où Madison était chaleureuse mais réservée, Naomi était bruyante et magnétique. Elle avait ce rire qui semblait remplir toute la pièce et cette façon de raconter des histoires qui tenaient tout le monde accroché à chaque mot. Je me suis retrouvé attiré par elle. Nous discutions lors d'événements familiaux et il y avait certainement du flirt. Elle me touchait le bras lorsqu'elle riait de mes blagues et je la surprenais à me chercher lorsqu'elle arrivait à des réunions. Elle m'envoyait des textos amusants au hasard tout au long de la semaine. Je n'étais pas habitué à ce genre d'attention. Je ne suis pas du genre à me lancer dans des relations occasionnelles. J'ai toujours eu tendance à prendre les choses au sérieux, ce qui explique probablement pourquoi je n'étais pas sorti beaucoup auparavant. Mais au fil du temps, je ne pouvais plus ignorer ce lien. Les échanges entre nous lors d'événements familiaux ont commencé à ressembler à quelque chose de plus. Après des mois, j'ai finalement décidé que je devais faire quelque chose. J'ai dû inviter Naomi à sortir. J'ai passé des semaines à essayer de trouver la meilleure façon de procéder. Je ne voulais pas que ce soit trop intense, mais je voulais qu'elle sache que j'étais intéressé par elle de manière romantique. Je faisais les 100 pas dans mon appartement en y réfléchissant jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je pensais qu'une approche décontractée était la meilleure voie à suivre. Alors je l'ai appelée un mardi soir. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et j'ai dû passer 1 heure à décider si je devais ou non composer le numéro. Quand je l'ai finalement fait, ma voix était plus tremblante que ce que j'avais prévu, mais j'ai quand même réussi à demander « Eh, tu veux dîner un jour ?» Il y eut une brève pause à l'autre bout du fil et je sentis mon estomac se serrer. Puis elle a dit oui, absolument sans hésiter, sans hésitation. J'étais aux anges. Plus tard, j'ai découvert que Madison avait averti Naomi de ne pas sortir avec moi à moins qu'elle ne soit sérieuse. Apparemment, Madison craignait que cela complique les choses pour les familles, mais Naomi n'a pas pris ses conseils au sérieux. Elle l'a ignoré, disant à Madison qu'elle réagissait de manière excessive et qu'elle devait cesser d'être si tendue à propos de tout. J'ai été surpris d'entendre cela, mais en même temps, cela m'a donné encore plus de certitude quant à ce que je faisais. Notre premier rendez-vous était incroyable. Naomi portait cette robe rouge qui empêchait de se concentrer sur autre chose qu'elle. La conversation s'est déroulée facilement et je pouvais dire que nous étions sur la même longueur d'onde. Il y avait cette étincelle entre nous, quelque chose que je n'avais ressenti avec personne auparavant. Nous sommes restés jusqu'à la fermeture et quand je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture, elle m'a embrassé en premier. Je ne pouvais pas y croire. J'ai ressenti cet élan d'excitation comme un adolescent. Après le bal de fin d'année, j'ai appelé Dominique et Madison juste après, incapable de me retenir. J'étais tellement ravi. J'ai même envoyé un texto à mes parents à ce sujet. J'avais l'impression que je devais le partager avec tout le monde, comme si je devais l'annoncer au monde. Tout le monde semblait heureux pour moi, mais je pouvais dire que Madison était encore un peu réservée. Le lendemain, elle m'a envoyé un texto disant qu'elle était heureuse que j'ai passé un bon moment, mais elle m'a rappelé que Naomi avait l'habitude de ne pas bien traiter les hommes. Je l'ai balayé. Cela ressemblait à un de ces avertissements fraternels, quelque chose que tous les frères et sœurs protecteurs disent, et j'ai pensé, c'est bon, elle veille juste sur elle. Les choses ont ensuite évolué rapidement. Nous avons continué à nous voir presque tous les soirs pendant cette première semaine et en un mois, nous étions officiellement un couple. J'en étais si fier, si impatiente de montrer Naomi. Je l'ai présentée à mes amis et je l'ai amenée à des événements professionnels. Mais mes amis semblaient l'apprécier. Mon copain Chris m'a pris à part lors d'un barbecue un soir. Il avait ce regard sur le visage comme s'il avait besoin de me parler. « Et mec, dit-il à voix basse. Elle semble nécessiter beaucoup d'entretien. » Cela m'a un peu dérouté.
J'en ai ri. Non, elle est juste, vous savez, un peu intense parfois, mais ce n'est pas grave. Mais tout ne s'est pas déroulé sans heurts comme je l'espérais. Nous avons commencé à avoir ces disputes, parfois à propos de petites choses comme le fait que je laissais mes chaussures dans le couloir ou que j'oubliais de lui répondre tout de suite. D'autres fois, les disputes portaient sur des problèmes plus importants. Elle annulait des projets à la dernière minute, disant que quelque chose s'était passé avec ses amis, ou j'étais frustré quand elle était toujours au téléphone, parcourant Instagram ou envoyant des SMS aux gens pendant que nous étions ensemble. J'avais l'impression qu'elle n'était pas pleinement présente et je détestais ça. Je dirais à Dominique à quel point cela pourrait être frustrant. C'est comme si elle était toujours au téléphone, mec, je ne comprends pas. Nous sommes ensemble mais elle est toujours ailleurs. Dominique écoutait patiemment, mais il ne savait pas trop comment répondre. Peut-être qu'elle a juste besoin d'espace, tu sais. Je veux dire, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle soit collée à toi tout le temps. Et je savais qu'il avait raison, mais ça n'a pas arrêté les sentiments. Parfois, Naomi appelait Madison pour se plaindre de quelque chose que j'avais dit ou fait. Habituellement, des choses dont je ne me souvenais même pas ou que je pensais n'étaient pas graves. Madison m'en parlait de temps en temps, généralement d'une manière légère et désinvolte. Naomi m'a appelé. Aujourd'hui. Disait-elle avec un demi-sourire, elle était bouleversée à cause de quelque chose que tu as dit hier soir. Je pense que tu l'as blessée. Je ressentais un sentiment de culpabilité, mais je ne savais pas ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle hausserait les épaules. Je ne sais pas. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais je pense qu'elle est juste sensible à ce sujet. Malgré la tension et les disputes occasionnelles, je ne pouvais pas le nier, je tombais très amoureux d'elle. Ce n'était pas seulement une attirance physique, c'était quelque chose de plus profond. J'ai commencé à vouloir savoir où elle était tout le temps, avec qui elle était. Je me sentais devenir possessif, mais à l'époque je me suis convaincu que c'était parce que j'étais investi dans la relation. Je tenais à elle plus que à quiconque. J'ai commencé à consulter constamment ses réseaux sociaux, en parcourant son Instagram pour voir qui avait commenté ses photos, qui elle taguait dans ses publications. Je lui demandais de m'envoyer un texto quand elle arrivait, quand elle partait, pour savoir qui serait présent à la réunion à laquelle elle assisterait. Au début, elle acceptait, mais parfois je remarquais le roulement des yeux ou le soupir. Je captais sa frustration et cela me faisait me remettre en question. Peut-être que j'étais déraisonnable, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'avais peur de la perdre. L'idée qu'elle trouve quelqu'un de plus excitant, de moins conventionnel que moi, me consumait. Puis, environ 3 mois après le début de notre relation, j'ai eu le sentiment instinctif que quelque chose n'allait pas. Naomi a dit qu'elle sortait avec des amis de travail un vendredi soir, ce qui n'était pas inhabituel, mais elle avait beaucoup mentionné son collègue, Carson, au cours des semaines précédentes. C'était toujours Carson qui disait cette chose drôle aujourd'hui, où Carson et moi travaillons ensemble sur ce projet. J'ai essayé de m'en débarrasser, me disant que j'étais juste paranoïaque, mais ce sentiment ne voulait pas disparaître. Elle était vague sur l'endroit où ils allaient, elle changeait constamment de sujet quand je lui demandais des détails, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire quelque chose dont je ne suis pas fier. Je pensais que j'allais me présenter au bar où elle avait dit qu'elle serait. Je me suis dit que j'allais juste jeter un coup d'œil, peut-être lui faire signe si elle me voyait et faire comme si je rencontrais quelqu'un d'autre là-bas si elle le demandait. Mais quand je suis arrivé là-bas, tout a changé. Je l'ai vue assise à une table avec ce type juste deux, sans amis de travail en vue. Il se rapprochait, riait, se touchait les mains. Il a replacé une mèche de cheveux derrière son oreille et mon sang a commencé à bouillir. Je restais là, figé, à les regarder pendant ce qui me semblait une éternité, 5 minutes peut-être. Tout ce à quoi je pensais, c'était qu'est-ce qui se passe? J'étais incrédule, en colère, confuse. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis précipité vers leur table. Le visage de Naomi était plein de surprise lorsqu'elle m'a vu. Elle avait l'air coupable, comme si elle ne savait pas comment s'expliquer. Elle a essayé de me calmer en me disant que Carson n'était qu'un collègue, qu'il prenait juste un verre entre amis et que les autres avaient annulé à la dernière minute. Je ne la croyais pas. Je ne pouvais pas. Le gars s'est levé pour essayer de désamorcer la situation. Tu dois te calmer, mec, dit-il d'un ton provocateur, tu embarrasses Naomi et toi-même. Quelque chose en moi s'est brisé lorsqu'il a posé sa main sur ma poitrine pour me repousser. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Tout ce que je pouvais voir, c'était du rouge. J'ai lancé le premier coup de poing.
La prochaine chose que je savais, c'était que nous étions tous les deux au sol, renversant des tables et cassant des verres. Le barman a commencé à crier et quelqu'un a dû appeler les flics car en quelques minutes, ils étaient là pour nous séparer. J'ai été arrêté pour la première fois de ma vie, agression et destruction de biens. Ils m'ont emmené au commissariat et j'ai dû appeler Dominique pour me sortir d'affaire. J'avais trop honte d'appeler mes parents. Quand lui et Madison sont arrivés à 2 heures du matin pour venir me chercher, je pouvais à peine les regarder dans les yeux. Dans la voiture, j'ai expliqué ce qui s'était passé. J'ai suivi Naomi. J'étais méfiant. Je l'ai vue avec lui. Elle était juste assise là, à rire comme si de rien n'était. J'ai perdu mon sang-froid. Je ne sais juste pas ce qui s'est passé. Dominique n'arrêtait pas de dire qu'il comprenait, mais il n'arrêtait pas de dire que je devais maîtriser ma jalousie. Tu ne peux pas laisser ce genre de choses s'envenimer, Xavier. Dit-il d'une voix calme mais ferme. Tu dois lui parler. Vous devez lui faire davantage confiance. Madison est restée silencieuse pendant tout le trajet du retour. Elle n'arrêtait pas de me regarder avec cette expression sur son visage alors que je ne savais pas vraiment lire. Ce n'était pas de la colère, mais ce n'était pas non plus de la sympathie. C'était autre chose. Peut-être une inquiétude, mais je ne pouvais pas le dire. Quand ils m'ont déposé à la maison, Madison m'a serré fort dans ses bras. Elle m'a murmuré à l'oreille, « Fais attention ». Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Je pensais qu'elle me soutenait simplement, essayant de me rassurer après tout ce qui s'était passé. Le lendemain, Naomi m'a appelé. Elle était furieuse, et avec raison. Elle n'a pas mâché ses mots, « Tu m'as frappé hier soir, Xavier. En fait, tu m'as frappé. » Je ne me souvenais pas de l'avoir fait, dans le chaos de tout ce dont je ne m'étais même pas rendu compte. Mais elle m'a envoyé une photo et, bien sûr, là, c'était un bleu qui se formait sous son œil gauche. Je me sentais malade. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. Je ne voulais pas lui faire de mal. C'est un accident survenu dans le feu de l'action, mais le mal était fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder cette photo qu'elle m'a envoyée. Je ne pouvais pas croire que j'étais capable de causer ce genre de mal, même accidentellement. Naomi a dit qu'elle voulait rompre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui la traquerait et deviendrait violent. Je pouvais entendre la douleur dans sa voix, mais elle ne m'a pas complètement frappé jusqu'à ce que je voie ce bleu. Le pire, c'est qu'elle ne mentait pas en disant que Carson n'était qu'un collègue. Ce soir-là, elle m'a montré le texte d'épreuve de ses collègues disant qu'ils avaient annulé à la dernière minute. J'avais réagi de manière excessive. Ma jalousie avait brouillé mon jugement exactement au mauvais moment. Mais cela ne s'est pas arrêté là. J'ai découvert que Carson avait abandonné les accusations d'agression portées contre moi uniquement parce que Naomi l'avait supplié de le faire. Elle m'a montré le texte qu'elle lui avait envoyé le suppliant de reconsidérer sa décision. Elle lui a dit, « Il va chercher de l'aide, je le promets. S'il te plaît, fais ça pour moi. » Carson avait accepté à contre-cœur, lui disant, « Je ne fais ça que pour toi, pas pour lui. » Cela m'a fait me sentir encore plus mal. J'étais coupable, mais je m'en suis tiré grâce à l'intervention de Naomi. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je l'ai supplié de le faire. Laissez-moi arranger les choses. Je me suis présenté à son appartement un soir, mes genoux heurtant le sol alors que j'essayais de m'expliquer, de m'excuser, je vais chercher de l'aide, je le promets. À travers mes larmes je travaillerai ma jalousie et ma colère. Je t'aime. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît, je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Je veux juste résoudre ce problème. Elle me regarda, confuse, incertaine. Elle hésitait, mais elle accepta d'y réfléchir. Tu dois me le prouver, Xavier. Elle a dit doucement que tu peux changer, que tu ne laisseras pas cela se reproduire. Je lui ai envoyé de longs et sincères messages d'excuses, promettant de changer. J'ai plongé dans des livres sur la gestion de la colère, la jalousie et le contrôle. J'ai commencé à rechercher des thérapeutes, déterminés à me réparer et à reconstruire ce que j'avais brisé. Finalement, Naomi a accepté de me donner une autre chance. Je t'aime trop pour m'en aller, dit-elle. Je crois que tu peux changer. Je connais le vrai. Tu es doux et gentil. Cet incident m'a fait peur, mais je suis prêt à vous donner une autre chance. J'avais l'impression qu'un poids avait été retiré de ma poitrine.
Nous avons commencé à consulter un thérapeute ensemble et j'ai également commencé à bénéficier de conseils individuels pour mes problèmes de colère. Petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. Le thérapeute m'a aidé à comprendre mon comportement possessif et m'a donné des outils pour gérer ma jalousie. Après 6 mois de thérapie et ce que je pensais être un réel progrès, j'ai demandé à Naomi d'emménager avec moi. Elle accepta avec enthousiasme, son visage s'éclairant. « J'attendais que tu me demandes, » dit-elle, un sourire étirant ses lèvres. Vivre ensemble avait ses défis. Naomi était plus désordonnée que ce à quoi je m'attendais et j'étais plus orienté vers la routine qu'elle ne le souhaitait. Elle voulait sortir les soirs de semaine et je préférais garder mes activités sociales pour le week-end. C'était difficile de trouver un équilibre, mais j'étais déterminé à le faire fonctionner. Je pensais que nous avions surmonté nos premiers problèmes, que nous étions solides. J'ai commencé à planifier une proposition surprise lors d'un voyage de travail à Chicago. J'ai passé des semaines à tout coordonner, à choisir la bague parfaite et à m'arranger avec le restaurant. Je voulais que tout soit parfait. La nuit est venue et je l'ai emmenée au sommet de la Willis Tower. Nous avons dîné et ensuite je me suis mis à genoux avec les lumières de la ville étalées en dessous de nous. Elle a immédiatement dit oui, les yeux remplis de larmes. Je pouvais sentir mon cœur battre à tout rompre, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que tout s'était mis en place. Plus tard dans la nuit, alors que nous étions au lit, elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai hâte d'être ta femme. Je sais que nous sommes censés être ensemble pour toujours. » C'était le plus heureux que j'ai jamais ressenti, sachant qu'elle ressentait la même chose. Nos familles étaient ravies de ses fiançailles. Nous avons dîné pour fêter ça et tout le monde semblait vraiment heureux. Ma mère a pleuré en serrant Naomi fort dans ses bras. « J'ai toujours voulu une belle fille comme toi », a-t-elle dit, et je pouvais voir Naomi rayonner sous le compliment. Madison, cependant, a pris Naomi à l'écart à un moment donné pendant la célébration. J'ai remarqué le regard sérieux sur le visage de Madison et Naomi est revenue en souriant, mais il y avait quelque chose dans son sourire qui semblait un peu forcé. Naomi m'a rassuré que tout allait bien, que Madison était juste protectrice, comme d'habitude. Je lui ai dit que tu avais changé. Naomi a déclaré, « Nous sommes dans une bonne position maintenant. » Je lui ai fait confiance, alors j'ai repoussé cela au fond de mon esprit et j'ai continué à me concentrer sur les préparatifs du mariage. Nous avons passé les mois suivants à tout planifier. Mes parents étaient généreux et couvraient la plupart des dépenses. Naomi voulait quelque chose de élaboré. Elle avait toujours rêvé d'un grand mariage, de la robe parfaite, du lieu parfait, des fleurs parfaites. Je voulais lui donner tout ce qu'elle voulait. Je me souviens m'être assise avec elle alors qu'elle parcourait des magazines de mariage, soulignant les robes qu'elle aimait, la palette de couleurs qu'elle envisageait. Elle était si heureuse, si enthousiasmée par notre avenir ensemble. C'était comme si tout se mettait en place, comme si nous construisions la vie dont nous avions toujours rêvé. Le jour même, tout était parfait. La cérémonie a eu lieu dans cette belle vieille église, suivie d'une réception dans un country club surplombant un lac. Naomi était magnifique en marchant dans l'allée dans sa robe en dentelle, ses cheveux relevés avec quelques boucles encadrant son visage. Je me souviens de mes mains tremblantes pendant que je récitais mes vœux, de ses yeux larmoyants lorsqu'elle prononçait les siens, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la chance que j'avais, à toutes ces périodes difficiles que nous avions traversées, à toute la douleur et à la croissance. Cela valait la peine d'arriver à ce moment. Tout le monde a commenté à quel point nous formions un couple magnifique, à quel point nous semblions heureux, à quel point ils pouvaient ressentir l'amour entre nous. C'était comme le début parfait de notre vie ensemble. Après le mariage, nous sommes partis en lune de miel à Bali, 2 semaines de paradis, plage de sable blanc, eau cristalline, resorts luxueux. Naomi a posté des photos, envoyant constamment des mises à jour à sa famille. Sur chaque photo, nous sourions, les bras autour de l'autre, de parfaits jeunes mariés. Elle nous posait soigneusement pour chaque photo, en prenant parfois des dizaines avant d'être satisfaite. À l'époque, je trouvais attachant la façon dont elle voulait capturer chaque instant. Mais maintenant, je le vois différemment. Nous sommes de retour depuis environ un mois maintenant. J'ai dû partir en voyage d'affaires la semaine dernière. C'était la première fois que nous étions séparés depuis le mariage. Je l'ai appelée tous les soirs, je lui ai envoyé des mises à jour par SMS tout au long de la journée. Elle semblait distraite. Lors des appels, elle disait qu'elle était juste fatiguée du travail, que tout allait bien. Quand je suis revenu. Cependant, quelque chose n'allait pas. Naomi était distante.
Elle était au téléphone plus que d'habitude, se couchait tôt, prétextant des maux de tête. J'ai essayé de considérer cela comme le blues d'après la lune ou le stress du retour au travail. Un soir, j'ai même préparé son dîner préféré et je lui ai suggéré de regarder l'émission qu'elle voulait voir. J'essayais de me reconnecter, mais j'avais l'impression que quelque chose glissait. Puis, hier, Dominique m'a appelé. Sa voix était si sérieuse que mon estomac se retourna immédiatement. « Êtes-vous assis ?» a-t-il demandé. Je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix, comme s'il ne voulait pas dire ce qu'il allait dire. Il m'a dit quelque chose qui a bouleversé mon monde. Madison vient de m'informer. Il commença ses mots, comme une gifle, en disant que Naomi avait avoué t'avoir trompé. Je me suis figé. Je me sentais étourdi, comme si je ne pouvais pas respirer. Apparemment, Naomi avait invité Madison pendant que vous étiez en voyage d'affaires. Elle lui a demandé de la couvrir lorsqu'elle sortait avec d'autres hommes. Pas seulement un homme, des hommes, au pluriel. Ma poitrine se serra. Je pouvais à peine comprendre ce qu'il disait. Tout cela semblait flou. Madison était horrifiée. Xavier Naomi a admis avoir triché à plusieurs reprises et a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention d'arrêter. Elle a dit à Madison qu'elle aimait la sécurité du mariage mais qu'elle n'était pas faite pour la monogamie. Mon esprit s'est mis en mode overdrive. J'avais envie de crier, mais je n'arrivais pas à trouver ma voix. Dominique a poursuivi, Madison ne savait pas quoi faire, mais elle devait me le dire. Elle m'a dit de te le dire. Je l'ai à peine entendu terminer la phrase. Je sortais déjà en trombe de la pièce, le téléphone toujours dans ma main, enregistrant à peine quoi que ce soit. Je n'arrivais pas à penser correctement. J'ai dû confronter Naomi quand elle est revenue du travail. Je n'ai pas attendu. Je l'ai confrontée immédiatement, lui demandant si c'était vrai. Elle a tout nié au début. En me regardant avec ce regard défensif, je ne le savais que trop bien. Madison ment, dit-elle brusquement, sa voix pleine de frustration. Elle a toujours essayé de s'interposer entre nous et maintenant, elle inventait des choses. Je pouvais sentir ma colère monter, mes poings serrés. Ne me mens pas, Dominique vient de me dire que ce n'est pas vrai. Entre nous devenant insupportable, le visage de Naomi est devenu rouge alors qu'elle essayait de s'expliquer, mais je ne l'entendais plus. Tu t'attends à ce que je te fasse confiance après tout ça? J'ai crié, incapable de retenir la frustration et la douleur. J'ai été ici pour essayer de faire fonctionner les choses, pour essayer d'avancer, et c'est ce que vous faites. Elle s'approcha de moi, les yeux plissés. Tu choisis ta famille plutôt que moi. Tu ne me fais jamais confiance, n'est-ce pas? J'en ai assez. Vous voulez toujours tout contrôler. Je pouvais sentir la tension monter entre nous, l'air chargé d'accusations et de trahison. En une fraction de seconde, j'ai attrapé son téléphone de sa main, mon cœur battant la chamade. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Je ne pouvais pas du tout rester là et l'écouter nier. Je me suis enfermé dans la salle de bain, ne sachant pas quoi faire ensuite. Elle frappa à la porte, la voix criarde de rage. Rends-moi mon téléphone tout de suite, Naomi, arrête. J'ai crié depuis la salle de bain. J'ai besoin de voir la vérité. Je ne peux plus faire ça. Ouvre cette porte, Xavier. Elle a crié. J'appelle la police, tu es hors de contrôle. Je l'ai ignoré et j'ai commencé à parcourir ses messages. Ce que j'ai trouvé m'a rendu physiquement malade, des messages adressés à plusieurs hommes, certains que j'ai reconnus comme ses collègues, d'autres pour moi de parfaits inconnus. Conversations explicites, projets de rendez-vous, photos, je ne peux même pas décrire les messages qui remontaient à des mois, avant même notre mariage, les messages de notre lune de miel, envoyés pendant que je prenais une douche ou que je faisais une sieste. Je me suis tout transmis comme preuve, en prenant des captures d'écran les unes après les autres. J'avais l'impression de me noyer dans tout cela. Comment a-t-elle pu faire ça? Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Je devais juste le retirer de mes mains, loin de moi. Je suis sorti et lui ai rendu le téléphone. Je n'ai pas dit un mot. Je ne voulais rien dire. Je ne pouvais pas. Je viens de préparer un sac, mes mains tremblant alors que j'attrapais ce dont j'avais besoin. Naomi m'a suivi dans l'appartement, la voix brisée entre excuses et accusations. Xavier, s'il te plaît, on peut en parler. Je suis désolé, j'avais tort. J'ai besoin que tu m'écoutes, mais c'était trop pour que je ne puisse pas écouter. Tu m'as menti. Tu m'as trompé encore et encore. Xavier,
s'il te plaît, tu as envahi ma vie privée, cria-t-elle d'une voix aiguë. Elle m'a attrapé le bras alors que j'atteignais la porte, me suppliant de rester. Ne pars pas comme ça. Nous pouvons résoudre ce problème, nous pouvons résoudre ce problème. Nous avons juste besoin de parler. J'ai retiré mon bras d'elle, sa poigne étant comme un étau. Je ne l'ai pas regardée. Je ne pouvais pas. Je ne peux plus faire ça, Naomi. Je suis parti sans me retourner. Je loge dans un hôtel en ce moment. J'ai contacté un avocat au sujet d'une procédure de divorce. Tout ce que je croyais à propos de notre relation était un mensonge et j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je ne sais pas comment je vais affronter ma famille, mes amis, tous ceux qui étaient présents au mariage, tous ceux qui nous ont félicités, tous ceux qui m'ont regardé ont promis de l'aimer pour toujours il y a quelques semaines à peine. J'ai l'impression d'être vraiment idiot. Cela fait une semaine que j'ai découvert l'infidélité de Naomi et que j'ai quitté notre appartement. Je séjourne dans cet hôtel juste pour essayer de tout gérer. Je ne suis toujours pas retourné à l'appartement. Je ne peux pas encore y faire face. Je ne peux pas voir nos photos de mariage sur les murs, nos affaires fusionnées, le lit que nous avons partagé. C'est comme si tout ce que je pensais être réel s'était transformé en mensonge et je me retrouvais debout dans les décombres. J'ai été en contact avec mon avocat pour lancer la procédure de divorce. Apparemment, vous ne pouvez pas obtenir une annulation pour tricherie, aussi courte que soit le mariage. Je n'arrive pas à croire que je dis ça. Divorce après moins de 2 mois de mariage. Le mot me semble étranger dans la bouche comme quelque chose qui arrive à d'autres personnes, à des personnes plus âgées, à des personnes qui sont ensemble depuis des années et qui ont grandi séparément, pas aux jeunes mariés qui sont encore censés être en lune de miel. L'avocat déclare, comme notre mariage a été si couré. Que nous avons des preuves évidentes d'infidélité, les choses devraient être relativement simples. Pas d'enfants, heureusement. Nous avions parlé de fonder une famille l'année prochaine. Nous avions même choisi des noms lors d'une de ces conversations nocturnes sur notre avenir. Nous ne possédons pas de propriété ensemble. Nous louions l'appartement tout en économisant pour une maison. La seule chose compliquée est que mes parents ont payé la majeure partie du mariage, environ $40 000, un montant qui me donne la nausée. Je dois y réfléchir maintenant, sachant que c'était pour un faux mariage. L'avocat dit que nous pourrions peut-être récupérer une partie de cela étant donné les circonstances, mais je ne sais pas si je veux traîner cela plus longtemps que nécessaire. Je veux juste en finir avec Naomi. Je veux faire comme si ce chapitre de ma vie n'avait jamais eu lieu. Isation et me blâmant, disant que je contrôlais trop, que je l'Y avais poussé, que ma jalousie la faisait se sentir piégée. Ensuite, elle dit qu'elle m'aime et qu'elle veut arranger les choses, que nous pouvons à nouveau consulter un conseiller, qu'elle va changer. Puis, dans le souffle suivant, elle accuse Madison de s'être ingérée et d'avoir tenté de ruiner notre mariage par jalousie. C'est épuisant. J'ai arrêté de répondre après les premiers jours. J'ai bloqué son numéro. Mais elle continue de trouver des moyens de me contacter, en créant de nouvelles adresses e-mail en utilisant les téléphones d'amis. C'est comme si elle ne voulait pas lâcher prise et que je ne pouvais pas échapper au barrage constant. J'ai tout gardé pour les preuves de harcèlement de l'avocat, juste au cas où nous en aurions besoin. Dominique et Madison ont été mes piliers pendant tout cela. Ils ont offert à leur chambre d'hôte des repas faits maison, une épaule sur laquelle pleurer. Mais j'ai besoin d'espace en ce moment. Je dois gérer cela par moi-même avant de pouvoir faire face à la pitié ou à l'inquiétude de qui que ce soit. Madison se sent coupable de l'avoir dit à Dominique, ce qui l'a amené à me le dire. Elle a dit, je ne voulais pas être celle qui te faisait du mal, mais je ne pouvais pas vivre avec moi-même en sachant ce qu'elle te faisait. Je lui ai assuré qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Je préfère connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, plutôt que de vivre dans l'ignorance pendant que ma femme se moque de moi. Madison a dit qu'elle se demandait si elle devait me le dire. Sa loyauté envers sa sœur la faisait hésiter, mais en fin de compte, elle ne pouvait pas supporter de me voir trahi comme ça. C'est une meilleure sœur à rencontrer que Naomi ne le mérite. Le plus dur a été de dire à mes parents qu'ils aimaient Naomi. Ils pensaient qu'elle était parfaite pour moi, surtout après avoir vu comment j'avais changé pour elle, la thérapie, la gestion de la colère. Ma mère avait déjà commencé à parler de petits-enfants. Elle l'avait complètement embrassé. Maman a pleuré quand je leur ai raconté ce qui s'était passé. Son corps tremblait de sanglots et cela me faisait me sentir encore plus mal. D'une manière ou d'une autre, papa s'est tu. C'est comme ça qu'il le fait quand il est vraiment en colère. Sa mâchoire était serrée, ses yeux durs.
Ils voulaient connaître les détails mais je leur ai épargné la plupart. J'ai juste dit qu'elle avait été infidèle plusieurs fois et que c'était fini. Maman a demandé s'il y avait une chance de réconciliation. J'ai dit non et je le pensais. Il n'y a pas revenant de ce niveau de trahison, j'ai pris un congé de travail. Mon patron a été compréhensif lorsque j'ai expliqué la situation. Il m'a juste dit de prendre le temps dont j'avais besoin et de m'enregistrer quand je le pourrais. Mes collègues ne connaissent pas les détails, juste que je fais face à une urgence familiale. Je continue de rejouer notre relation dans ma tête à la recherche de signes. J'ai raté le temps. Elle était vague sur ses projets, les soirées des filles qui se déroulaient étrangement tard, les collègues de travail dont elle parlait trop souvent. Est-ce qu'elle trichait depuis le début, avant même notre mariage? L'incident au bar avec son collègue Carson était-il réellement ce que je soupçonnais? A-t-elle couché avec lui cette nuit-là? Après avoir été arrêté, je ne connaîtrai probablement jamais toute la vérité, et c'est peut-être pour le mieux. Chaque nouvelle révélation est comme un nouveau couteau dans le ventre. Je n'ai pas bien dormi. Je continue de faire ces rêves où tout est normal, on est heureux, on planifie notre avenir, et puis je me réveille seul dans cette chambre d'hôtel. Le retour à la réalité est à chaque fois brutal. Le minibar de ma chambre a déjà été réapprovisionné 2 fois cette semaine. Je n'en suis pas fier, mais c'est la seule façon pour moi de m'endormir. Certains soirs, le personnel de l'hôtel a commencé à me lancer des regards compatissants. Je dois être tout à fait beau, mal rasé, aux yeux rouges. Les mêmes quelques tenues, alternées parce que je n'ai pris que ce que je pouvais mettre dans une valise en partant. Mes amis sont arrivés pour prendre un verre et offrir leur soutien. Je n'ai encore pris personne à ce sujet. Je ne suis pas prêt à en parler face à face, c'est pourquoi j'écris tout cela ici à des inconnus qui ne me connaissent pas, ou à Naomi, qui ne peut pas me regarder avec cette horrible combinaison de sympathie et de curiosité, qui ne me dira pas à quel point nous semblons être un couple formidable ni ne me demandera ce qui n'a pas fonctionné. Je retrouve l'avocat demain pour revoir les premiers documents. Naomi ne sait pas encore que j'ai entamé une procédure de divorce. Je n'attends pas avec impatience sa réaction lorsqu'elle sera servie. Mais il n'y a pas de retour possible. Aucune thérapie, promesse ou larmes ne peuvent réparer ce qui est brisé maintenant. Notre mariage était mort avant même d'avoir vraiment commencé. 3 semaines plus tard. Naomi a reçu les papiers de divorce la semaine dernière à son bureau. Je ne voulais pas procéder de cette façon. J'aurais préféré un endroit privé, mais l'avocat m'a conseillé que c'était l'approche la plus simple, étant donné qu'elle n'était pas souvent dans notre appartement et que je ne voulais pas la rencontrer en personne. Sa réaction a été exactement celle à laquelle je m'attendais, un effondrement complet. Elle s'est présentée à mon hôtel le soir même, a compris où je logeais, elle a probablement appelé tous les hôtels de milieu de gamme du centre-ville, jusqu'à ce qu'elle en trouve un avec mon nom dans le système. La réception a appelé ma chambre vers 20h pour dire qu'il y avait une femme qui faisait une scène dans le hall, prétendant être ma femme et exigeant de connaître le numéro de ma chambre. J'ai dû y aller et m'en occuper. Elle pleurait, du mascara coulant sur son visage, les cheveux ébouriffés, criant que je ne pouvais pas faire ça, qu'il fallait qu'on parle. Que je lui devais au moins ça. Plusieurs autres invités regardaient fixement. Un agent de sécurité survolait à proximité. J'ai ressenti un mélange de gêne, de colère et cette douleur résiduelle de la voir si bouleversée. Malgré tout, j'ai accepté de lui parler brièvement au restaurant de l'hôtel. Rétrospectivement, j'aurais dû demander à la sécurité de l'escorter. La conversation n'a abouti à rien, se contentant de tourner en rond en cercle d'accusations et d'excuses. Elle a tout essayé, les larmes suppliantes, la colère, la manipulation. Elle a dit que les messages que j'avais trouvés n'étaient que du flirt, que rien de physique ne s'était jamais produit, un mensonge. D'après ce que j'ai lu. Elle a dit qu'elle avait une dépendance au sexe et qu'elle avait besoin d'aide, pas d'abandon. Elle affirmait qu'elle traversait quelque chose et qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait, mais maintenant elle savait que c'était moi, seulement moi, pour toujours. Puis elle a encore une fois blâmé Madison, disant qu'elle essayait de saboter notre mariage parce qu'elle était jalouse de notre relation, qu'elle avait toujours été jalouse de la liberté et de la passion de Naomi. Comme rien de tout cela n'a fonctionné, elle a menacé de dire à tout le monde que j'avais été violent, faisant référence à l'incident du bar au cours duquel je l'avais accidentellement frappé pendant la bagarre. Elle a dit qu'elle avait encore des photos de l'œil au beurre noir, que tout le monde la croirait plutôt que moi, que je perdrais mon travail, mes amis, ma réputation. Je suis resté calme et lui ai dit que le divorce avait lieu, qu'elle coopère ou non, et que si elle continuait à me harceler ou à répandre des mensonges,
j'obtiendrai une ordonnance d'interdiction et la poursuivrai en justice pour diffamation. J'ai sauvegardé tous ses SMS. Après tout, des preuves de ses aventures et de son caractère. Puis je suis parti. Elle m'a suivi jusqu'à l'ascenseur, hurlant toujours, alternant entre les menaces et s'il vous plaît, jusqu'à ce que la sécurité de l'hôtel intervienne. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai immédiatement appelé mon avocat pour le mettre à jour sur la situation. Il a conseillé de tout documenter et a dit que nous déposions une ordonnance de ne pas faire si nécessaire. Le lendemain, je suis finalement retourné dans son appartement pour obtenir plus de mes affaires. J'ai demandé à Dominique de venir avec moi au cas où Naomi serait là. Elle n'était probablement pas au travail. Honnêtement, je ne savais plus quel était son emploi du temps et je ne me souciais plus de savoir. J'ai emballé la plupart de mes vêtements, des objets personnels, mon ordinateur, des documents importants, j'ai laissé les meubles, des trucs de cuisine, des cadeaux de mariage, tout cela. Je voulais juste mes effets personnels, des choses qui comptaient pour moi avant Naomi, des choses qui n'étaient pas entachées par l'association avec notre relation. Dominique m'a aidé à tout transporter dans sa voiture. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le processus, mais sa présence était un réconfort. J'ai déménagé de l'hôtel et dans un petit appartement meublé avec un bail d'un mois à l'autre. Au moins, je peux cuisiner par moi-même ici. Essayer d'établir une sorte de routine. Je suis retourné au travail, cependant. C'est difficile à se concentrer. Mon esprit se demande constamment. Tout le monde au bureau sait que quelque chose ne va pas. Je suis passé de nouveau marié et heureux de ne pas porter ma bague et de ressembler. Je n'ai pas dormi depuis des semaines. Mais ils ont été respectueux de ne pas pleurer. Quelques collègues proches ont demandé si je vais bien et j'ai donné de vagues réponses sur les problèmes personnels. Je ne suis pas prêt à dire les mots. Ma femme m'a trompé et nous sommes divorcés à haute voix. Aux gens que je dois voir tous les jours. Cela ressemble à un poids que je ne peux pas supporter de soulever devant eux, comme le parler de l'existence le rend trop réel. Mes parents sont venus voir le nouvel endroit hier. Maman a apporté des épiceries, des lasagnes maison, des draps frais pour le lit, papa m'a aidé à installer la télévision et Internet, à accrocher quelques photos que j'avais prises dans l'appartement. Ils ne sont pas restés longtemps. Je pense qu'il est difficile pour eux de me voir comme ça. Ils avaient de si grands espoirs quand je me suis marié. Leur fils cadet s'est finalement installé avec une gentille fille. Maintenant, je suis de retour à la case départ, mais pire, endommagée, méfiante, en divorce à 28 ans. Quand ils sont partis, maman m'a serré et a chuchoté que ça irait mieux avec le temps. Je voulais la croire. L'avocat dit que Naomi conteste le divorce, affirmant qu'il n'y a aucune preuve d'adultère. Je lui ai transmis tous les messages que j'ai enregistrés de son téléphone, des dizaines d'échanges explicites avec au moins 4 hommes différents, des arrangements à rencontrer dans les hôtels pendant que j'étais au travail, des plaintes concernant la ennuyeuse que j'étais au lit par rapport à eux. Il dit que c'est plus que suffisamment de preuves pour que son contestation soit juste une tactique de retard. Elle essaie juste de traîner les choses, espérant peut-être abandonner et je vais accepter des conseils ou quelque chose qui ne se passe pas. L'avocat m'assure que même avec elle la lutte, le divorce devrait être finalisé dans les 6 mois au maximum, compte tenu des circonstances. Madison m'a contacté directement pour la première fois car tout a explosé. Nous nous sommes rencontrés pour un café dans un endroit loin des 2 repères habituels, quelque part que nous ne rencontrions personne que nous connaissons. Je me souviens qu'elle s'excusait à nouveau pour son rôle dans tout cela, pour ne pas avoir vu de quoi Naomi était capable, pour ne pas m'avançant plus explicitement avant le mariage. J'aurais dû vous le dire plus tôt, Xavier. Je ne savais pas que je ne savais pas comment j'ai secoué la tête en essayant de se brosser le poids. Tu ne me dois pas d'excuses pour ça, Madison. Si quoi que ce soit, je vous dois d'avoir le courage de dire à Dominique la vérité alors qu'il aurait été plus facile de rester silencieux. Elle baissa les yeux sur son café, ses doigts retraçant le bord de sa tasse, mais c'est la chose qu'elle a dit tranquillement. Naomi a dit à tout le monde que j'ai ruiné son mariage par dépit que j'essayais juste de la blesser. Nos parents, en particulier maman, elle est déchirée. Papa ne l'achète pas, bien qu'il ait toujours vu à travers les manipulations de Naomi. Je pouvais entendre la tension dans sa voix, la douleur d'être pris au milieu de tout cela, le drame familial. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête, ne voulant pas y entrer trop profondément. J'avais déjà été traîné à travers suffisamment de désordres de famille tels qu'elle. Mais cela m'a fait du mal à voir Madison. Souffrir pour avoir fait la bonne chose. Je ne lui ai pas demandé ce que Naomi disait d'autre d'elle.
Je n'avais pas besoin de l'entendre, mais cela m'a rendu malade de penser à Naomi tordre la vérité comme ça, entraînant tout le monde dans la boue juste pour protéger sa propre image. Pensez-vous que ça va jamais s'arrêter? A demandé Madison, me regardant avec ses yeux fatigués. Les rumeurs, les mensonges. Je n'avais pas de réponse. Naomi et moi avons divorcé. Ce n'était pas facile, mais au moins je n'avais pas à payer une pension alimentaire. Nous avons tous les deux gagné à peu près la même chose, et notre mariage avait à peine décollé avant qu'il ne s'écroule. Naomi a continué à pousser son style de vie de la triade en ligne, la faisant étalage comme si le monde était censé être d'accord avec ça. Elle a même traîné Madison dedans, l'accusant d'être la cause de tout, la blâmant pour ruiner notre mariage, entraînant même mon frère dans le désordre. À un moment donné, j'en avais assez. Les attaques constantes de Naomi et les expositions publiques de manipulation avaient franchi une ligne, et je n'allais plus m'asseoir tranquillement. Madison et moi avons donc décidé de prendre position à notre manière. Nous nous sommes réunis et avons fait une vidéo, chacun de nous parlant directement à la caméra, expliquant ce que Naomi avait fait. J'ai partagé les détails de sa tricherie et Madison a raconté à son côté comment elle avait essayé de m'avoir averti mais s'est sentie impuissante alors que les mensonges de Naomi ont attiré tout le monde. Nous avons publié des captures d'écran floues des messages de Naomi avec plusieurs hommes, des preuves qui n'ont pas pu être refusées. La vidéo est devenue virale. J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité lorsqu'il se propageait. Naomi avait construit son monde sur la manipulation et maintenant nous sortions le tapis sous elle. Je savais que cela créerait plus de drame, mais j'avais fini de cacher la vérité. Quelques semaines plus tard, Madison m'a appelé, sa voix plus soulagée que je ne l'avais entendue depuis des mois. « Xavier, tu ne le croiras pas », a-t-elle dit. Naomi est partie. Elle a quitté la ville. J'ai senti un poids me décoller de ma poitrine mais je ne voulais pas paraître trop soulagé. C'est parti, que s'est-il passé? Elle je ne sais pas. Ses parents lui ont dit de partir. Suite, il ne croyait pas à la version de Naomi, Madison était silencieux pendant un moment avant de répondre, je pense que je le suis. Ça a été difficile, mais je ne peux pas continuer à porter toute cette culpabilité. Ils offrent leur soutien et il est peut-être temps que j'arrête de me sentir comme si je devais supporter le poids des actions de Naomi par moi-même. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Tu le mérites, Madison. Vous méritez un soutien. Elle soupira la tension dans sa voix, soulevant, merci, Xavier, je pense. Je pense que je commence à avoir l'impression de pouvoir respirer à nouveau après tout avec Naomi et les retombées du divorce. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre à quoi ressemblerait ma vie. J'étais fatigué d'être alourdi par le passé et, bien que je traite encore beaucoup, j'ai réalisé que la seule chose dont j'avais besoin était la paix, le genre de paix que je pouvais contrôler un jour. Quelques mois après avoir emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai pris la décision d'adopter 2 bergers allemands. J'avais toujours aimé la race, loyale, forte et protectrice. Je pensais que les avoir autour apporterait de la structure à ma vie, quelque chose de solide sur lequel se concentrer. J'ai trouvé un groupe de sauvetage avec une paire de jeunes frères et sœurs, 2 chiots qui avaient été abandonnés dans la ville et avaient désespérément besoin d'une maison. Je ne m'attendais pas au changement qu'ils apporteraient. Il ne fallut pas longtemps pour que mon appartement soit plein de sons de pattes sur les planchers de bois franc et le battement des queues contre les meubles. Ils étaient tous les deux tellement pleins d'énergie et de curiosité, me tirant toujours sur moi pour faire des promenades, jouer, pour être simplement présent avec eux. Je les ai nommés Max et Bella, Max après la force qu'il semblait porter dans ses os, et Bella parce qu'elle avait le genre d'élégance tranquille qui la fit se démarquer même lorsqu'elle n'essayait pas. Au début, je l'admets, j'étais un peu dépassé par l'attention dont ils avaient besoin, mais il y avait quelque chose d'apaisant dans la routine qu'ils ont créée, les nourrir le matin, les emmenant pour de longues promenades dans le parc, les regardant lutter et jouer ensemble. Cela ressemblait à la mise à la terre. Et quand je rentrerais à la maison après une longue journée de travail, ils me saluaient avec excitation, comme si j'étais la chose la plus importante dans leur monde. J'ai appris à aller bien, être à nouveau seul, pas de la manière solitaire et vide que j'avais ressentie après le départ de Naomi, mais d'une manière qui m'a permis de trouver du réconfort dans ma propre entreprise. Les chiens étaient toujours là, offrant leur amour sans jugement, sans aucun programme caché. Au fil du temps, je me suis retrouvé à redevenir plus social. J'ai commencé à sortir ensemble ici et là, mais rien de grave. J'avais rencontré quelques femmes par le biais d'amis communs et sur des applications de rencontres, mais chaque fois que je faisais un rendez-vous, je faisais attention de ne rien me précipiter. J'avais déjà fait cette erreur,
pensant que je devais combler le vide pour trouver quelqu'un pour me faire me sentir entier, mais j'ai réalisé que je n'avais besoin de personne pour me compléter. J'apprenais à être heureux avec moi-même, avec Max et Bella à mes côtés. Les dates étaient agréables, mais je n'étais pas sur le point de me jeter dans une autre relation pour le bien. J'ai pris les choses lentement, apprenant vraiment à connaître la personne devant moi avant de me laisser attacher. C'était comme une approche saine et c'était stimulant d'une manière que je n'avais pas prévue. Il n'y avait pas de pression, pas de précipitation à être amoureuse. Pour une fois, je profitais du moment, sachant que si quelque chose devait se produire, cela se produirait en son temps. Max et Bella sont devenus ma petite famille. Ils m'ont gardé ancré, m'ont fait rire et m'ont appris plus sur la loyauté et la patience que je ne m'y attendais. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti contenu. J'étais seul, mais pas seul, et pour cela j'étais reconnaissant.